Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons aborder ce soir, sans jeu de mots, un dossier brûlant. Il s'agit de revenir sur les enfumades du Dahra commises par le sinistre Pélissier le 19 juin 1845 dans la région du Dahra, plus exactement dans la tribu des Ouledriah. Ce crime colonial s'inscrit dans une perspective mise en place par le maréchal Bugeaud afin de venir à bout de la résistance farouche de l'émir Abdelkader, mais aussi afin de préparer l'implantation de la colonie de peuplement. Pour aborder cet épisode important de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir M. Ammar Belkhouja, auteur et chercheur en histoire, auteur d'un livre sur les enfumades du Dahra. M. Ammar Belkhouja, bonsoir. Bonsoir, très ravi. Et j'ai le plaisir également de recevoir M. Abdelrahman Moustapha, réalisateur. Il a réalisé 3 documentaires concernant justement les enfumades du Dahra. Monsieur Abdelrahman Moustapha, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien aborder avec vous qu'est-ce qui s'est passé avant ces enfumades. Vous savez que la région du Dahra s'était organisée autour d'un résistant, autour de Boumaza, pour faire face donc aux armées du maréchal Bugeaud. Il y a un fait très important à souligner, à évoquer sur l'implantation et l'avance de la colonisation. Ça ne va pas être facile, hein. Ça va être facile parce que tout à fait au début, on avait cru, avec l'expédition menée par de Bourmont, que la besogne allait être assumée en quelques instants, hein. Ben, finalement, les Algériens sont là, ils prennent les armes et ils s'opposent à cet envahisseur impromptu. Ce qui va se passer, c'est que les colonnes françaises vont avancer péniblement vers l'intérieur du pays. Bugeaud va être nommé gouverneur général de l'Algérie, en même temps qu'il commandait cette armée d'invasion. Eh ben, non satisfait de remporter des victoires définitives sur l'émir Abdelkader, il va innover la politique de la terre brûlée. De 1841, c'est-à-dire qu'à partir de l'année où il est nommé, il va innover la politique de la terre brûlée qui va se caractériser par des opérations d'une extrême brutalité. Alors la terre brûlée, c'était les razzias, la destruction des récoltes, la destruction des arbres, fruitiers, etc. Oui. Pour Bugeaud, la besogne devait se traduire par un appauvrissement total de la paysannerie et des tribus algériennes. Pourquoi l'appauvrissement? C'est essayer de contrecarrer la résistance, mais de l'affaiblir par la destruction de tout ce qui est économique. L'arboriculture, le cheptel, les razzias, et nous allons assister à une guerre totale. Qu'est-ce que c'est une guerre totale? Elle va mobiliser un arsenal gigantesque, elle va mobiliser des effectifs effarants. Bugeaud va faire amener les colonnes françaises jusqu'à 100 000 soldats. 100 000 soldats décidés à anéantir et à écraser toute rébellion, quelle qu'elle soit, et surtout celle de l'émir Abdelkader qui se propageait et qui s'étalait d'une année à l'autre jusqu'à 1941 où la guerre devient totale, et jusqu'à 1945. Cette guerre totale va se traduire par la destruction de toutes les places fortes de l'émir, hein. Taza, Boghar, Tagdemt, Saïdan. Et
on va encore innover une autre méthode qui vise des buts bien précis, à savoir terroriser les tribus algériennes. Par quel moyen les terroriser? Employer le moins de moyens. Économie de cartouches, économie de temps. C'est-à-dire l'enfumade. L'enfumade se traduisait par l'enfermement de tribus entières, parce qu'il y a une série d'enfumades à l'intérieur des grottes. Les bloquer. Avant d'aborder ces enfumades, j'aimerais bien revenir sur la configuration de cette région du Dahra, qui était une région importante, stratégique à l'époque, parce que les habitants de cette région s'opposaient au déplacement des troupes du maréchal Bugeaud, celles qui venaient d'Oran et celles qui partaient d'Alger, etc. Et donc, c'était une tribu qui constituait véritablement qui avait organisé une résistance farouche aux troupes françaises. Il faut peut-être rappeler à nos chers téléspectateurs, pour parler de la configuration. Le Dahra, c'est cette chaîne de montagnes qui s'étale de Mostaganem jusqu'au mont du Zakar, vers Miliana. C'est toute cette région qui était en ébullition. N'oubliez pas, M. Arabe, nous sommes en pleine insurrection, sous la conduite de Boumaza que vous venez de citer. Donc, ces tribus ont tout le temps été, en révolte. N'ayant pas accepté l'arrivée des soldats de Pélissier, imaginez, Pélissier arrive à côté du Ghar Frachih, ils sont 2 bataillons et demi, une cavalerie, des goumes et une pièce d'artillerie. Et non seulement ils ont filmé à partir du mardi 17 jusqu'au vendredi 19 juin 1845. Donc, après l'enfumade, on tire avec le canon. C'est-à-dire, il y a même, si vous allez sur place, vous allez voir que cette grotte a été bombardée donc, de l'extérieur. C'est-à-dire, l'enfumade du Dahra, de Ghar Frachih, est venu après l'enfumade de Cavignac et de Camp-Robert. Donc il y a eu dans le Dahra, pour situer un peu au sud de Ghar Frachih, il y a eu ce qu'on appelle Ain Mren, qui était avant appelé Ain Mren. Rabelais. Merci de rappeler. Rabelais. Donc il y a eu non seulement l'enfumade, c'est que ces officiers-là, ils ne s'en cachaient pas, c'est-à-dire ils perpétraient des crimes collectifs horribles, inimaginables. Ils s'en vantaient sans retenue, c'est-à-dire ils faisaient des correspondances, ils ont même fait des mémoires. Quand on voit les mémoires de Saint-Arnaud... Alors, donc, j'aimerais bien revenir également sur un fait. Nous savons que Bugeaud lui-même avait encouragé ses officiers à en finir avec les tribus algériennes. Oui. Et leur a donné un ordre de les enfumer comme des renards, pour reprendre une phrase de Bugeaud, oui. Dont les archives coloniales. Les colonnes de Pélissier étaient stationnées au niveau d'Orléansville, actuellement chez les fins. Oui, je me fais anciennement l'ASNAM. Bugeaud dirige les opérations infernales à partir d'Alger, évidemment. Il donne des ordres stricts au colonel Pélissier, qui était à la tête de bataillon et demi, je crois 4000 hommes finalement. 4000 hommes. Ils vont escalader les monts du Dahra, une partie du Dahra, Nekmeria. Il a raison, mon ami Mostafa Abdelrahman, de situer l'événement sur le plan de l'espace géographique. Je terminais pour dire que Nekmeria, aujourd'hui, c'est le nom d'une commune dépendant de la daïra de Achacha, laquelle daïra dépend de Mostaganem. C'est important de situer les événements. Bien sûr. Et Nekmeria, la commune de Nekmeria, abrite justement les grottes de Fréchet. Les grottes de Fréchet. Les populations, la tribu, notamment la tribu des Ouledria, composée de plus d'1 millier de personnes,
Quand je dis milliers de personnes, ce sont des enfants, des vieillards, des femmes, leurs animaux domestiques qui vivaient paisiblement, sauf, je dis paisiblement, mais on assistait à une révolte, dans l'insurrection générale de l'émir Abdelkader, c'est Boumaza. Boumaza entre en scène et ça va encore perturber l'autorité coloniale. Et puis c'était toutes les tribus de la région qui se sont ralliées aux troupes de Boumaza à l'époque. Oui. N'est-ce pas, monsieur Sfar? Effectivement. Donc il y a eu je dirais, la majorité des tribus qui composent cette région-là se sont révoltés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu seulement, ils n'étaient pas chez eux en train de souper ou de dîner, ils se sont révoltés, ils n'ont pas accepté le fait d'être encerclés, d'être envahis, soumis au dictat de l'armée coloniale. De l'armée coloniale française. Oui. On disait parfois l'armée d'Afrique, mais je crois que M. Boukhouja serait d'accord de dire l'armée coloniale française. Donc, je voudrais, si vous permettez, juste une petite précision. Oui. La France coloniale, à propos de ces enfumades et des autres crimes collectifs, la France coloniale, tantôt la monarchie ou tantôt la République, quand ils ont envahi et occupé et détruit la base économique et culturelle et sociale de ces tribus-là, donc tous, nous cherchons aujourd'hui sur la carte sociale de l'Algérie, vous allez voir, il n'y a pas que Bledrieh, il y a énormément de tribus qui ont disparu, j'allais dire, de la carte sociale de l'Algérie. De la carte sociale de l'Algérie. Absolument, on ne les retrouve pas. Donc, pour permettre à nos téléspectateurs de situer un petit peu l'endroit où s'est déroulé cet horrible massacre, je vous invite à suivre cet extrait d'un documentaire réalisé par la télévision nationale. Les grottes sont immenses. On a compté 760 cadavres. Une soixantaine d'individus seulement sont sortis, aux 3/4 morts. 40 n'ont pu survivre, 10 sont à l'ambulance, dangereusement malades. Les 10 derniers, qui peuvent se traîner encore, ont été mis en liberté pour retourner dans leur tribu. Ils n'ont plus qu'à pleurer sur des ruines. Un historien du nom de Rousset nous relate cet horrible forfait. L'incendie avait gagné les bagages des réfugiés. Pendant la nuit, on crut entendre un bruit confus, des clameurs sourdes, puis rien ne troubla le silence. Longtemps avant le jour, quelques hommes, suffocants, vinrent tomber devant les sentinelles. Une fumée si épaisse et si âcre remplissait les grottes qu'il fut impossible d'y pénétrer d'abord. Cependant, on en voyait sortir de temps à autre des êtres méconnaissables, qui rampaient et que d'autres, fanatisés jusqu'à dans l'asphyxie, essayaient d'arrêter. Quand on put enfin visiter la fournaise éteinte, on y compta plus de 500 victimes. En réalité, ce plus 500 va vers le nombre 1000. Les Bledrieh sont éparpillés autour de la grotte principale qui est Gharf el-Cheikh, qui avait 2 entrées principales, frontales, qui donnaient vers le nord. Et Pélissier, quand il a voulu les enfumer, c'était le mois de juin, donc on était en pleine moisson, etc. Donc ils ont enlevé de la végétation, tout ce qui pouvait s'allumer, et ils ont bouché les issues de la grotte vers le sud, le nord. Il y avait 2 entrées. De l'autre côté, vers le sud, ils ont bouché. Ça veut dire que, comme ça, ce qu'ils appellent les assiégés, les victimes ne pouvaient pas s'enfuir. La nature de la montagne, c'est des gypses, disons du plâtre, oui, qui tout de suite pourrait être, comment dirais-je, pourrait connaître de l'érosion, d'ailleurs la preuve,
depuis à peu près 5-6 ans, la grotte a été, comment dirais-je, il y a eu des éboulements, un éboulement. Dans un des documentaires que vous avez cité, M. Arab, j'ai eu un peu le risque et la chance, si on peut dire, d'entrer dans la grotte en trouvant bien sûr des ossements, des crânes, etc. En rentrant et en passant sous la grotte à peu près 1h30, 2 heures, hein, avec les arrière-petits-fils des victimes qui بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. 1h30, 2 heures, hein, avec les arrière-petits-fils des victimes qui m'a facilité la tâche parce qu'ils connaissent la grotte comme chez eux. Donc le problème de cette grotte actuellement, en tant que devrait être un haut lieu de la mémoire, comme on l'a dit tout à l'heure. Il s'agit d'un haut lieu de la mémoire. Un haut lieu de la mémoire qui devrait être classé, visité et permettre permettre de la vulgarisation et sensibiliser les gens sur, j'allais dire, comme M. Belkhouja le dit l'importance de souvent. cet endroit. Je reviens à M. Ammar Belkhouja, qui a également visité, puisqu'il a consacré un livre à ces enfumades. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'intérieur? Parce que c'est des grottes
immenses qui peuvent contenir... 1 millier de personnes, puisque toute la tribu a trouvé refuge. voilà. Je reviendrai un peu sur le lieu et le temps. Alors le temps, oui. Le drame, nous avons peut-être oublié de situer le drame dans le temps. Le drame des Ouled Riyah s'est déroulé le 19 juin 1845. Antérieurement à l'extermination des Ouled Riyah, une tribu entière de 1000 personnes, elle a été précédée par une autre enfumade exécutée, celle-là par Cavaignac, en 1844. Lequel Cavaignac va servir d'exemple aux autres officiers supérieurs de l'armée coloniale. Parce que Bugeaud, le général Bugeaud, va donner, vous l'avez rappelé tout à l'heure, va donner des instructions fermes à Pélissier pour lui dire si la tribu de Ouled Riyah, si ces indigènes s'enfuient à l'intérieur des grottes, fumez-les comme des renards, comme l'a fait votre collègue en 1844. Donc, c'est devenu une véritable tradition. Et à la même époque, c'est-à-dire pendant 1844, 1845, 1846, ça va être la tragédie des tribus algériennes dans cette région-là. Et Saint-Arnaud va intervenir le 10 août 1845, tout de suite après le forfait de Pélissier. Il va emmurer une tribu de 500 personnes, oui, les Sbayah ou les Spiyah, oui, dans une grotte à proximité de la commune du centre de Rabelais, hein, ouais, aujourd'hui Aïn Merran. Va suivre Corobert, emmurement. Je rappellerai avec Moussa Abdelrahman que Saint-Arnaud avait juré à l'époque que dans cette tribu à l'intérieur de laquelle il avait emmuré la tribu de 500 personnes d'Ispia, il avait juré que personne d'autre ne viendrait découvrir ce que je viens d'enterrer. Avec mon ami Abdelrahman, nous nous sommes attelés à la tâche pour démentir ce criminel et lui dire non, nous reviendrons pour dire aux Algériens, pour dire à mon pays que ici avait péri 500 personnes et que Saint-Arnaud avait dit personne ne viendrait les découvrir, nous allons les découvrir. Et cas un cas, avec tous les efforts possibles et imaginaires, nous sommes parvenus à nous rendre à Rabelais. Tu peux continuer peut-être pour un peu rappeler comment démentir les officiers supérieurs de l'armée française qui croyaient agir au présent et que le futur ne va pas intervenir pour les débusquer. Les Sbéas venaient d'assassiner des colons et les caïds nommés par les Français. Nous allions les châtier. Après 2 jours de course folle à leur poursuite, nous arrivons devant une énorme falaise à pic. Dans la falaise est une excavation profonde formant grotte. Les arabissons. On pétarda l'entrée de la grotte et on accumula des fagots de broussailles. Le soir, le feu fut allumé. Le lendemain, quelques Sbéas se présentaient à l'entrée de la grotte, demandant l'amen à nos postes avancés. Leurs compagnons, les femmes et les enfants étaient morts. Il y a eu l'arrivée en 1913 dans un ouvrage qui se trouve certainement dans les bibliothèques qui s'appelle Enquête dans les grottes du Dahra par un historien de la colonisation qui est Étienne Félix Gauthier, qui est connu sur ce domaine-là. Il fait une enquête et puis il essaie de comprendre. Il troll dans la grotte, puis pourquoi elle est traversée par un oued, etc. Il décrit bien sûr, quelque part, presque en justifiant le crime perpétré par Pélissier. Parce que ce même Pélissier, vous allez voir, dans le temps et dans l'espace, il va voyager. 1845 dans le Dahra. Donc, 1849 à Moghra al-Tahtani, Moghra al-Fougani. Plus tard, le lieu... Dans la région de Bayad Ain Sfra, oui. Dans le sud-ouest, oui. Oui. Il va là-bas. Il coupe tous les palmiers, il les rase et détruit la base économique de ces populations.
On le retrouve plus tard dans un fameux triangle de la mort, alors de Mostaganem, parce que les grottes sont un peu à l'intérieur des terres. Hein. Donc c'est incroyable, si on trace le triangle, on va se dire, mais comment on retrouve les mêmes criminels dans des lieux différents. Donc ils ravagent Maghra al-Tahtani et Maghra al-Fougani. Nous sommes en avril 1849. Décembre 1852, ce même policier criminel, abominable, il participe avec d'autres officiers, Bouskaren, Youssouf, etc., et il ravage la Rouate. Oui. Connu chez la plupart des populations comme l'année de l'anéantissement, comme le dit si bien notre ami Zahri Labtar, Am al-Khalia. Donc regardez le pourtour et tous ces généraux. On précisé que 4000 Larouati ont péri le 4 décembre 1850. C'était les 3 tiers de la ville pratiquement qui a été assiégée, anéantie. Et comme le rappelle si bien notre grand intellectuel et historien Moustapha Al-Ashraf, il dit que le calvaire de l'Algérie, c'est entre 8 et 10 millions d'Algériens qui ont péri dans ces massacres. Exactement. Donc, puisque vous vous évoquez plutôt Moustapha Al-Ashraf, Moustapha Al-Ashraf a consacré également un article à ces enfumades du Dahra. Revenons maintenant à qu'est-ce qui s'est passé exactement ce 19 juin 1845. Bugeaud dans des ordres, exécuté à la lettre par policier, oui. Escalade des montagnes, on va assiéger la tribu de Driah, oui. À l'intérieur de la grotte. Comment va-t-il se passer? Il faut rappeler que la tribu était acquise donc, on s'attendait pas à Bouamama et à l'émir Abdelkader. La tribu des Ouledriah croyait qu'elle se trouvait dans la sécurité la plus totale. Les habitants de les Ouledriah n'ont jamais imaginé qu'ils allaient être poursuivis jusqu'à la grotte. Que les militaires français sont en opération et vont aller combattre les troupes, les journaux de l'émir Abdelkader. Non, puisque Bugeaud a donné l'ordre de s'attaquer aux civils zéro son. Comment? De s'attaquer aux civils zéro son. Oui, on va les bloquer, on ramène tout ce qui pouvait brûler. Des broussailles, des arbustes, y compris Monsieur Beroud, c'était pas les habitants des Ouledriah qui se sont rendus dans cette grotte pour justement fuir la sauvagerie coloniale. Oui. Ils n'avaient pas imaginé qu'ils allaient être bloqués dans la tribu. Ils avaient l'habitude d'aller quand même déjà à l'époque ottomane. Ils trouvaient refuge. On les bloque. On ramène tout ce qu'on pouvait brûler. Et les militaires français, qui étaient au nombre de 4000 peut-être, ou 5000, hein, ils vont demeurer aux alentours, hein, tout à fait, en bivouac. En laissant toute une tribu se débattre à l'intérieur de la grotte, asphyxiée par la fumée et menacée par les flammes. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de sortie, on va être exposé aux flammes qui sont entretenues sans arrêt dans l'attente du massacre complet. Dès qu'on n'entendait plus ni d'agonie, ni de râle, là, on dégage toutes les sons, et on va évacuer les cadavres. On a fait sortir, peut-être mon ami Abdelrahman Mousfa donnera d'autres chiffres, on a fait évacuer 900 cadavres. Hein. 900 cadavres. Alors les chiffres, il y a 2 chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est que la tribu était composée de plus d'1 millier d'habitants. Ça c'est sûr. Monsieur Abdelrahman Moustapha, on doit rappeler qu'il y avait des femmes, des hommes, des enfants, des vieux et même le bétail. Le bétail. Nous avons, avec un ami archéologue, en 2012, j'avais fait l'avant-dernier documentaire et on avait trouvé des ossements humains
mêlés à des ossements d'animaux, parce qu'ils étaient avec leur bétail à l'intérieur des grottes. Et nous avons trouvé même du blé calciné, parce qu'ils ont fait rentrer avec eux de la nourriture. Ils ne savaient pas s'ils allaient rester une nuit, 2 nuits, etc. Et ils étaient aussi, il faut le dire, ils étaient aussi terrifiés, les Ouledrieh, par la torture qui se pratiquait déjà en 1844 à Borj el-Mahal. Borj el-Mahal, actuellement, est une prison, mais Borj el-Mahal, c'était l'administration, si vous voulez, de la confédération d'une tribu à l'intérieur de la ville. Il y avait la tour des Cigognes, parce que les Cigognes venaient nidifier là-bas, dans l'endroit, et ils avaient information comme quoi s'il y avait des rescapés des Ouledrieh, on les ramenait dans cet endroit pour les torturer, parce que la torture déjà existait. La torture ensuite est devenue un endroit, dans le même lieu, une espèce d'annexe d'évangélisation aussi. On ramenait même des enfants qu'on faisait... C'est les missionnaires. Voilà, les missionnaires. Donc, on parle d'une douzaine à peu près de rescapés, mais en fait, quand ils sont morts, actuellement, quand on visite la grotte, c'est un véritable ossuaire. Hein. Ça veut dire, c'est un cimetière qui a été, comment dirais-je, dans la pierre, le rocher, les blocs en tout enseveli. La dernière image, moi j'étais avec... Certains parlent de 1000 morts, d'autres parlent de 900, comme l'a dit Sermar. Voilà. 1000 morts, c'est un légionnaire d'origine espagnole qui avait avancé ce chiffre de 1000 morts. Absolument, oui. absolument. Bon, alors... C'était pratiquement toute la tribu. Toute la tribu anéantie, toute la tribu exterminée, anéantie. L'objectif, c'est appauvrir les tribus, les exterminer, semer la terreur, les désolidariser de l'émirat Abdelkader et terminer avec une résistance qui ne voulait pas finir. La Chambre des Pairs à Paris. Avant d'aborder les réactions, oui. Il va y avoir, pas loin donc de la région du Dahra, pas loin de Ouledrieh, une autre enfumade, dans la région de Tness. C'était au mois d'août 1845, deux mois après. Oui, effectivement, on parle de cette enfumade, oui. Mais en allant sur le terrain, maintes fois, on n'a pas pu savoir, on n'a pas pu identifier. Parce qu'en fait, pour trouver cette grotte-là, je vous ai dit en 1913, il y a eu une enquête par Gauthier pour dire, alors Saint-Arnaud, Pélissier a enfumé cette population, on va aller sur place pour voir de quoi il s'agit. Mais en fin de compte, pas pour dénoncer. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué une chose, vous avez dit, enfumez-les comme des renards. Oui. Mais pourquoi comme des renards? Tout simplement parce que nous n'étions pas algériens, nous étions considérés par ces théories racistes du 19e et du 20e siècle comme des barbares. Des barbares qui devaient... Parce que le feu et les moyens de destruction massive, des mechtas, des douars... D'ailleurs, Sermar, dans son livre, il explique, il dit que cette stratégie militaire avait comme fondement une théorie développée par des philosophes, des politiciens de l'époque. Tocqueville avait conseillé Bugeaud de finir avec les Algériens. Tout simplement parce que, oui. Tout à fait, pardon, monsieur Arab, tout simplement parce que dans ces théories racistes qui ont perduré dans le temps en disant, mais ces populations-là, ces Arabes-là, sont des sauvages, sont des barbares qu'il faut exterminer jusqu'au dernier. Et tous les officiers, nous trouvons même un Victor Hugo, un Lamartine, il y a eu même un médecin Pichet qui était prix Nobel de médecine à l'époque, Alexis de Tocqueville, en disant, c'est quoi cette espèce-là? Nous sommes la race blanche supérieure. Cette race inférieure, très grave. C'est pour ça qu'ils ont justifié le feu
le reste. Cette race, elle est inférieure à nous, elle ne doit pas exister sur la surface de la Terre. Mais Donc, ce crime, nous justifions le feu et le fer. ce crime justifié à l'époque par l'armée française avait quand même provoqué un débat houleux au sein du Parlement français, n'est-ce pas, Je monsieur reviens, Ahmad je reviens à Eugène Oui. Boudichon. Hein. Oui. Je reviens à Eugène Boudichon qui vous dit si le pays traverse une crise de famine, il faut laisser les Algériens mourir de faim. Pas d'importation de céréales, et ça va nous économiser des cartouches. Les enfumades, c'est aussi une économie de cartouches pour décimer les populations entières. Décimer des populations entières sans mener un combat d'égal à égal avec les Djounoud de l'Émirat Qadr. Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. Trop de facilité, trop de méfaits, trop d'opérations abominables. Alexis de Tocqueville. Oui. Lui, c'est le grand théoricien, il leur conseille ce qu'ils doivent faire. Et quand il aborde ces opérations de destruction massive, comme l'a dit mon ami Abdelrahman Mousfa, ce qu'il dit, on regrette, hein, ce sont les nécessités fâcheuses de la guerre. Oui. Voilà, tout simplement. Nécessité fâcheuse de la guerre, c'est-à-dire qu'on justifie. Et là, mon ami Abdelrahman a évoqué Victor Hugo. Quand Lamartine, tous les intellectuels de l'époque, hein, les écrivains, la matière C'était grise. également des hommes politiques, attention. Hein. Hugo et Lamartine était ministre des Affaires étrangères. Et Hugo faisait partie du système Oui. à l'époque. Non, mais d'ici ça, mais ce sont des intellectuels qui défendent les droits de l'homme exclusivement à l'intérieur de l'Hexagone. En dehors de l'Hexagone, faites ce que bon vous semble. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il avait des liens d'amitié avec le général Bugeaud, Oui. Victor Hugo. Oui. Il lui dit, Bugeaud, allez-y, foncez, faites de la France la nouvelle Grèce. Donc il y a une approbation de la part. Stratégie. Oui, stratégie qui mobilisait un peu tout le monde, tout le système était là. Et les débats houleux, entre guillemets, qu'est-ce qu'on disait? Ah, Bugeaud, vous allez trop fort, hein? La colonisation doit se faire d'une manière un peu plus douce ces que débats, c'était également une manière de régler leur compte avec certains officiers, comme Hugo, qui a saisi l'opportunité pour régler son compte avec Saint-Arnaud. Il avait déclaré justement à son propos qu'il avait des états de service d'un chacal, donc d'un charognard. Vous exploitez les archives de l'armée coloniale, bah, ça pullule de rivalité. Hein? Oui. Un Champ-Garnier qui dénonce Bugeaud, un Bugeaud qui dénonce Brossard, un Brossard. C'était une véritable compétition entre ces officiers de l'armée française, une véritable compétition pour les grades. Pour les grades. Ils étaient lieutenants, colonels, ils terminent généraux, ils terminent maréchaux de France. Et on va reprocher un peu ce caractère brutal innové par Bugeaud. Et on voit peut-être qu'il se dessinait à l'horizon la destitution de Pélissier. Il intervient énergiquement, Bugeaud, pour dire ne touchez pas à un seul cheveu de mes subordonnés. Ce sont des éléments de la noblesse française, parce que le 2 précède toujours de la Mauricière, de Saint-Arnaud, de Pélissier. Tous les officiers supérieurs sont issus de la noblesse française. Laquelle noblesse française profiter d'une culture, ils aimaient la musique, ils aimaient les arts plastiques, mais en territoire algérien, ils se transformaient comme une horde d'assassins animés par un sadisme inexplicable parce que l'agression elle-même est inexplicable. En 1830, l'invasion cherchait par n'importe quel moyen, mille et un prétextes pour dire nous sommes là.
Alors, ce crime du 19 juin 1845 suscite encore aujourd'hui, même en France, un intérêt de certains historiens. Je vous invite à découvrir deux réactions de deux historiens français. Qui ont été pratiqués au cours de cette année 1845, ou qui était un peu un sommet dans l'affrontement entre cette armée d'Afrique et puis celle de l'émir Abdelkader. Plusieurs cas qui témoignent du fait que ce n'était pas du tout des bavures, comme on peut dire. Ce n'étaient pas des décisions isolées d'officiers subalternes. C'était vraiment une consigne décidée au plus haut niveau par le général Bugeaud. Comme il n'y a plus de bois, je bouche l'entrée de la caverne avec des pierres. Si j'avais fait autrement, un grand nombre de nos soldats seraient tombés inutilement sous les balles arabes. Dans le contexte de l'époque, et cela a fait l'objet d'un certain nombre de récriminations parfois du pouvoir politique en France, en raison de sa personnalité, mais en raison même aussi des pouvoirs qui étaient attribués au gouverneur général, Bugeaud disposait d'une assez grande latitude par rapport au pouvoir en métropole. En ce qui concerne plus particulièrement l'enfumade des grottes du Dahra perpétrée par Pélissier, il y a eu un écho très rapide en France de ce massacre, une protestation à la Chambre des Pairs, mais face à cette protestation, Bugeaud va défendre le colonel Pélissier et exiger que toute plainte et toute sanction à son encontre soit levée. Il faut quand même souligner que la nouvelle de ces faits, qui était relatée par la presse, a suscité des réactions, y compris à la Chambre des députés de la monarchie de Juillet. Et parmi certains militaires, je pense au maréchal Ney, par exemple, qui avait été un des maréchaux de Napoléon, il exprime sa désapprobation par rapport à ces méthodes de guerre. Il dit en substance à la Chambre, c'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Donc il y avait au sein de l'armée un certain nombre de réticences par rapport au recours à ces méthodes, et il y avait aussi au sein de la population civile, si je puis dire, de l'époque, un certain nombre de réprobations qui se manifestaient, qui étaient certes ténues, minoritaires, mais qui existaient. Et on a trouvé, par exemple, une sorte de pétition des élèves du collège Louis-le-Grand, qui, comme au moment de la guerre d'Algérie, les étudiants de l'UNEF protestaient contre la pratique de la torture ou d'autres faits analogues de cette colonisation finissante, eh bien, à l'époque de la monarchie de Juillet, protestaient contre l'emploi de ces méthodes par l'armée française. Comme on vient de l'entendre, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait véritablement des officiers français qui avaient dénoncé à l'époque, c'est-à-dire au XIXe siècle, ce procédé de colonisation, cette violence coloniale? La question, je l'adresse à vous. À ma connaissance, je ne crois pas. Parce qu'ils étaient alignés sur la même doctrine, la même sauvagerie, la même... je dirais à propos d'enfumade du Dahra, je crois qu'il n'est pas exagéré aussi de dire les enfumades d'Algérie. Parce qu'il y a eu beaucoup d'enfumades. Nous avons, avec M. Belkhouja et tous nos amis qui nous ont soutenus pour faire ces, en fin de compte, 4 documentaires, parce que le dernier n'est pas encore largement diffusé, qui est sorti en 2016. On attend sa diffusion prochaine, je l'espère. Et on a terminé le film, mais on a découvert aussi, parce que pourquoi les enfumades d'Algérie? Il ne faut pas avoir peur, sortir du site de Ouladriya, Gharfrachih, Negmaria, et aller du côté, par exemple, de Oul-Hassa, Ain Timouchet, où on voit qu'ici, Ghar al-Asab al-Bayda, Ain Timouchet, 700 personnes réfugiées dans les grottes, transformées en chambres à gaz. Parce qu'il faut dire, cela préfigurait les chambres à gaz du nazisme. Non, nous avons dit que c'était un procédé de la colonisation à partir de 1840, qui a été donc encouragé par Bugeaud lui-même à l'époque. Et nous retrouvons, M. Alam, nous retrouvons ici Cavignac, Oussama Moustaghelem,
il va du côté de Cavignac, qui a été aussi à Ain Safra. Pas oublier, qui a fait aussi pas mal de ravages. Nous retrouvons aussi la Mauricière. La Mauricière est citée par Charles-André Julien dans cet amphimade de Ghar al-Asba al-Bayda, qui est aussi repris par Abdelrahman al-Jilali. C'est une méthode sur laquelle s'accorde Charles-André Julien, à savoir que l'amphimade dans ce pays n'est pas un fait de hasard. Par le pur hasard. Hein. C'est pas un cas isolé. Tout est programmé minutieusement. Et selon toujours Charles-André Julien, il affirme que les amphimades, que le fait de faire bloquer toutes des tribus entières à l'intérieur des grottes, c'est devenu une méthode d'extermination. Et cela va se répéter dans le temps et dans l'espace, jusqu'à nos jours. Avec mon ami Abdelrahman. Parce qu'il va y avoir, donc, il va y avoir plusieurs amphimades au XIXe siècle, des sites qui restent encore à découvrir. Il va y avoir des amphimades lors des manifestations du 8 mai 1945, mais aussi il va y avoir plusieurs amphimades pendant la guerre de libération nationale, notamment dans la région, en Wilaya 3, dans la région de Béjaïa. Djoudi Atoumi, un ancien officier de la Wilaya 3, a fait part d'une amphimade dans la région d'Uzlagen, et puis la fameuse amphimade des Aurès de 1959. Oui. Avec c'est Abdelrahman Mousfa, nous sommes encore dans l'exploration de l'espace pour essayer de découvrir. Et pas d'archives. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la mémoire collective. La mémoire collective, est-ce que nous allons découvrir une vieille femme qui se remémore un peu ce qui s'est passé chez lui? Parce que Cheikh Abdelrahman Jilali, dans l'histoire d'Algérie, évoque une amphimade dans la région de Qsar Chellala. Après la destruction de la Smala, des populations avaient fui, une partie de la population avait fui et s'est réfugiée dans une grotte dans la région de Qsar Chellala. Après la destruction de la Smala de l'émir à Taguin le 16 mai 1843. Je me suis déplacé sur les lieux. J'ai discuté avec les populations environnantes pour essayer de situer sur le plan géographique où se trouverait bien cette grotte. Impossible de la localiser. Donc, Tébessa, les Aurès, Aït Mouchent, pendant la guerre de libération nationale, les méthodes vont se perpétuer. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les branchages et c'est le gaz. On va gazer des habitants, des gens, des personnes à l'intérieur des grottes. Ça veut dire que les moyens sont devenus sophistiqués pendant la guerre d'Algérie. Et on ne va pas hésiter. On découvrira les émules de Pélissier, de Cavaignac, de Montagnac, et de tous ces officiers supérieurs de l'armée française qui prétendaient semer le bien-être et la civilisation auprès des populations arriérées et qui étaient considérées, comme l'avait signalé Abdelrahman Mousfa, comme des sous-hommes parce que l'Europe blanche, c'est elle qui incarne la civilisation, qui incarne les vertus morales, et non rien de tout cela. Aujourd'hui, ce n'est guère de lamentation sur lesquelles nous allons nous attarder. C'est essayer, comme l'intitulé de votre émission, les dossiers de la mémoire. Essayez de semer dans cette mémoire qui présente des lacunes, sensibiliser nos compatriotes, nos concitoyens, et aussi propager l'information au niveau de l'opinion internationale et de l'opinion française. De l'opinion française. Nous serons heureux de cultiver des amitiés avec le peuple français à la condition qu'ils remettent en cause un peu ce que ses ancêtres ont commis dans ce pays. Et dire que les crimes commis pendant la colonisation restent impunis.
N'est-ce pas, monsieur Abdelrahman? Absolument. En parlant de Français qui ont visité l'Algérie, en 2018, il y a 2 ans, j'ai fait visiter le lieu. Croyez-moi qu'à ce jour, on m'écrit pour dire mais c'est quoi ce cataclysme qui a ravagé l'Algérie? C'est des Français de plusieurs tendances politiques, etc., branchés essentiellement dans le monde culturel, en disant mais nous, on ne pensait qu'aux chambres à gaz que les nazis ont utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne pensait jamais, nous ne connaissons pas l'Algérie. On ne savait pas qu'il y a eu des crimes perpétrés. Personne ne nous dit. Et il m'a été donné aussi l'occasion de présenter un de mes documentaires à l'Université de Grenoble il y a quelques années. Et les gens sont dans l'expectative, ils sont affairés, effarés, ils sont dans la gêne en disant « Mais comment se fait-il que ceci s'est passé chez vous ?» Je répondrai que cette mémoire qu'évoque mon ami Boukhouja, je pense que quelque part, la mémoire en elle-même est en souffrance. Pourquoi en souffrance? Parce que quand on va, ça fait plus de 25 ans, 28 ans, c'est bien ça, qu'on travaille sur ce sujet-là. Et il faut que la mémoire, pour qu'elle soit perpétuée, pour qu'elle soit transmise, pour qu'elle sensibilise nos concitoyens, les décideurs, les politiques, il faut faire un travail inlassable au niveau de l'école, au niveau de l'université. On le voit, ce matin, j'ai discuté avec notre ami Al-Haj Béchir, qui va intervenir demain sur la torture. C'est incroyable. Est-ce que tu sens franchement qu'il y a un intérêt pour qu'on perpétue la mémoire? Ne serait-ce que dans une intervention, dans un livre, dans un film. Il faudrait, comment dire, il faut tout un programme, il faudrait, je dirais même, une volonté politique pour que nous travaillions encore sur 5 ans, 10 ans, comme l'a si bien dit un ami Kharrata, quand on a travaillé sur les gorges de Kharrata. قال لي عبد الرحمن on est هكا بالدرجة قال لي nous sommes dans le temps perdu. Dans le temps perdu. On a perdu trop de temps à palabrer, à discuter, à ne pas considérer. Nous avons perdu de temps. Parce que quand on compare ce qui a été fait, c'est-à-dire en production intellectuelle, en livres, en documents, en recherche, en film, il n'y a rien. C'est un peu le désert. C'est un peu le désert. C'est un peu le désert et c'est comment transformer cette mémoire en souffrance en mémoire vivante. Il faut s'y mettre. Mais on est dans le cadre d'une vive mémoire parce que, oui. N'est-ce pas, monsieur Ammar Belkhouja, nous savons que chaque génération, l'histoire meurt, mais elle renaît avec chaque génération. Donc c'est d'où votre émission vient à point. Moi, je suis enchanté par la création de cette émission. Je reviendrai rapidement sur la chape de plomb formée par le régime, que ce soit le régime en tant que pendant la monarchie de Louis-Philippe ou Napoléon III, ou pendant la République, la 3e, la 4e, la 5e, une chape de plomb pour ne pas évoquer les pages sombres et les pages noires du colonialisme. Oui. Aujourd'hui, le jeune Français de Toulouse ou de Paris n'entend pas parler des drames vécus par les populations algériennes. Parce qu'en 1845, après 1845, chape de plomb, personne n'en parle. À l'exception de quelques débats houleux entre les guillemets, puis on tourne la page. Bugeaud a convaincu un peu tous ses camarades parisiens qu'il n'est pas question de sanctionner l'un de mes soldats, de mes subordonnés. Chape de plomb jusqu'en 1913 avec Félix-Étienne Gauthier, qui vient situer le lieu, mais pour ne pas dénoncer. Ça continue, l'omerta, la loi du silence et le mutisme va persister jusqu'à nos jours, à l'exception des historiens honnêtes, Pierre Vidal-Naquet, qui a signé la torture dans la République, Olivier Le Grand-Maison, colonisé, exterminé, Gilles Montserrat,
quelques historiens qui ne vont pas les gens, qui sont anticolonialistes, François Maspero, qui s'est attardé à faire le portrait de Saint-Arnaud, en compulsant les correspondances macabres, désastreuses, qui agressent la conscience. François Maspero, il vous dit, en lisant les correspondances de Saint-Arnaud, les comptes rendus macabres, j'ai honte d'être français. Si la conscience, l'opinion française admet un peu tout le mal qui a été, je précise, qu'on n'est pas en période de lamentation, on est dans la recherche, on est dans la recherche académique, on est dans le documentaire cinématographique, qui est un moyen de propager un peu les événements et les choses. On est en train de travailler sur la mémoire pour la rendre vivante, mais aussi pour meubler les lacunes sur l'autre rive de la Méditerranée. Parce que pendant la guerre de libération nationale, on a tout fait pour bloquer les mémoires. Merci, M. Ammar Belkhouja. Je termine avec M. Mustafa Abdelrahman. Vous avez réalisé 3 documentaires sur ce drame du Dahra, les enfumades du Dahra, et vous êtes en train de préparer un autre. Pourquoi pourquoi vous continuez aujourd'hui à travailler? Est-ce que vous jugez que rien n'a été encore dit par rapport à ce massacre? Ah, certainement, M. Arab, certainement. Par rapport au peu qui a été produit, il faut en faire davantage pour perpétuer cette mémoire pour les générations. Parce que ces documentaires que vous venez de citer, il y en a eu 3 ici, il y a un 4e. On pourra toujours demain, si on part sur le site, découvrir un autre pan de l'histoire et faire aussi un documentaire. La porte n'est pas fermée. Mais comment transmettre? Alors, avec M. Belkhouja, on est allé dans des endroits incroyables pour les montrer aux jeunes. Dans des maisons de jeunes, dans des auberges, dans des maisons de culture, dans des universités, que sais-je pour dire, de Tébessa à Tlemcen, en disant, regardez, même jusqu'à Tamanrasset, on a projeté un des documentaires en disant, il faut faire davantage. Je continue avec mon ami Belkhouja, M. El Haj Béchir, M. Oudem Ammar Mohamed qui est à Mostaganem, d'autres aussi à Tiaret, pour dire, continuons à travailler parce que nous estimons que, d'ailleurs cette émission, les dossiers de la mémoire vient à point nommé. Et à point nommé pour donner de l'espoir, pour que les gens... Moi, je voudrais bien que, comme l'a dit si bien un écrivain portugais, l'universel, c'est d'abord l'histoire locale sans les frontières. Voilà, c'est le mot de la fin. Je tiens à vous remercier vivement M. Abdelrahman Mustafa et M. Ammar Belkhouja d'avoir participé à cette émission. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je remercie également les responsables du Musée central de l'Armée nationale populaire. À bientôt pour un autre dossier de la mémoire.